Alors, moi, je vais me présenter. Donc, je suis Sandrine Delsal. Je travaille au sein du groupe Rossel. Le groupe Rossel, c'est quoi? C'est un groupe de médias. Vous connaissez forcément La Voix du Nord, j'imagine. Ça vous parle. Voilà, donc c'est un groupe de presse, mais pas que. Il y a aussi de la télé, comme WEO, Grand Lille TV, Radio Contact. Ça fait partie du même groupe. Donc, moi, je m'occupe des études marketing pour toute la partie régie publicitaire. Voilà, pour tout le côté publicité. Et je vous présente donc Inès, pardon. Bon, je vais prendre le tien, c'est pas grave. Alors bonjour, moi c'est Inès. Je travaille depuis 2 ans dans le groupe Rossel comme Sandrine et je m'occupe de tout ce qui est marketing immobilier, emploi et formation. Attends. Merci. Donc on va vous présenter en fait 2 études que nous avons réalisées auprès des actifs, donc les personnes, voilà, au sens économique terme, les personnes qui travaillent ou qui sont en recherche d'emploi, et aussi auprès des recruteurs, donc la version miroir, on va dire. Et on va voir quelles sont leurs attentes aussi en termes de recherche d'emploi. Alors je vais avancer. Voilà, donc c'est 2 études qui ont été faites en début d'année. Donc on a interrogé 600 personnes actives ou en recherche d'emploi sur tout le territoire de Rossel. En fait, c'est le Nord-Pas-de-Calais, la Picardie, la Champagne-Ardenne, mais aussi la Normandie. Donc ça couvre 10 départements. Et également, on a interrogé 550 personnes qui sont chargées du recrutement dans les entreprises. C'est pas forcément les RH, ça peut être aussi un responsable, un directeur commercial, un directeur marketing, voilà, différentes personnes qui sont peut-être amenées à recruter des personnes au sein de l'entreprise. Donc, c'est des études qui ont été faites via les réseaux sociaux. Et donc, l'idée, c'était vraiment d'identifier quels étaient les critères de recherche d'emploi, quels étaient les écueils, les craintes, les irritants aussi quand on recherche un emploi, et puis quelles sont les attentes aussi en termes de contenu pour aider à la recherche d'emploi. Alors justement, Sandrine, par rapport à cette étude, quels sont finalement les critères prioritaires dans la recherche d'emploi pour les candidats? Alors ce qu'on voit évidemment, le premier, c'est pas une surprise, hein, je ne vais rien vous apprendre, c'est le salaire et les avantages sociaux. Ce qui est intéressant, c'est que pour les femmes, c'est pas plus élevé que par rapport aux hommes. On est au même chiffre. Par contre, quand on regarde, il y a un deuxième critère qui est important, c'est où est située l'entreprise par rapport à chez moi et quel temps je vais mettre pour y aller. Donc c'est 55% des personnes qui ont cité ce critère comme prioritaire important. Et bien ce critère est encore plus important pour les femmes. Et en fait, c'est pas le seul critère qui est plus important. L'équilibre vie pro, vie perso est aussi un critère qui rentre vraiment en ligne de compte. On est à 46% en moyenne chez les femmes. Voilà, ça atteint 50% des critères importants. Et puis après, on va retrouver l'ambiance au travail. On va regarder après derrière qu'est-ce qu'on entend par là, qui fait partie aussi des critères importants. Tu nous as parlé justement d'équilibre vie pro, vie perso, qui est finalement le 3e facteur le plus important. Ouais. Et quel est finalement l'idéal et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans la réalité à ce niveau-là? Alors, il manque les chiffres, je suis désolée, mais c'est pas grave. En fait, la partie rouge et orange, forcément, c'est quand on privilégie plutôt sa vie professionnelle au détriment de sa vie personnelle. Et puis quand on est dans la zone bleue, on va plutôt chercher à privilégier sa vie personnelle plutôt au détriment de sa vie professionnelle. Ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, en fait, on a 13% des personnes qu'on a interrogées qui nous disent moi, j'ai plutôt tendance à vraiment privilégier ma vie professionnelle au détriment de ma vie personnelle. Et puis une bonne partie quand même qui nous dit voilà, je travaille beaucoup, mais j'essaye quand même de ne pas négliger ma vie pro, ma vie personnelle. Et en fait, l'idéal, et c'est encore plus vrai pour les femmes, c'est vraiment de tirer vers la zone bleue. En fait, elles se sentent parfois un peu, on va dire, partagées entre l'envie de s'investir dans son travail, mais à côté, il y a aussi la vie familiale, hein, vous le savez, il y a les enfants, il y a aussi le quotidien à gérer. Et donc, pour elles, c'est un équilibre qui est très difficile à trouver la plupart du temps. Et vraiment, l'aspiration, c'est de voir en fait comment je peux concilier au mieux.
On voit que c'est un critère qui est important dans la recherche d'emploi, c'est-à-dire que l'employeur, lui, il doit aussi imaginer comment on peut peut-être faciliter cet équilibre vie pro-perso. Je pense par exemple aux femmes aux foyers monoparentaux. Vous savez que 80% ce sont des femmes qui sont souvent des foyers monoparentaux. Il y a des enfants. Et bien, c'est souvent un critère qui peut être parfois négligé et qui est important. Voilà, s'il y a des personnes qui sont des recruteurs dans la salle, et bien, c'est vraiment des choses qui peut-être il faut repenser et essayer de composer avec. C'est quelque chose d'assez important. Donc, comme tu as dit, on avantage finalement beaucoup plus notre vie professionnelle, finalement, maintenant. Donc, pour améliorer tout ça, ce cadre, quelles sont les ambiances et conditions de travail finalement idéales ? Eh bien, on a vu que c'était un critère important. Ça pèse, en fait, dans 85% des personnes, nous ont dit que c'était vraiment des critères qui étaient importants. Et qu'est-ce qu'on entend par des conditions de travail idéales ? Là, c'est une question qu'on a posée en spontané. Donc, on a analysé tout le verbatim des personnes. Donc, en fait, quand on a des scores comme ça en pourcentage, c'est que c'était vraiment quelque chose de prégnant. C'était en haut du cerveau. Et en fait, plus d'un tiers nous disent une bonne ambiance, c'est une bonne entente entre collègues. Et ça veut dire quoi ? Des collègues qui sont solidaires, on ne se tire pas dans les pattes, on est sympa, il y a un côté, une solidarité. Alors, on n'est pas dans les bisounours, c'est pas ça. C'est juste faire en sorte qu'on passe un moment agréable. On passe 7 à 8 heures par jour au bureau. Il faut que ce soit un moment plutôt agréable avec ses collègues, qu'on prenne plaisir. Il y a aussi le cadre dans lequel on va se situer dans l'entreprise. Ça va être, par exemple, des bureaux plutôt agréables, bien agencés, lumineux, où il y a un espace détente, où c'est propre, par exemple. Vous voyez, parfois, c'est des petits critères. Ça peut paraître des détails, mais ça n'en est pas du tout, en fait. C'est ce qui fait que on apprécie de venir aussi au travail tous les jours. Et puis après, alors le score peut paraître faible, mais en fait, comme je vous dis, c'est des analyses de verbatim. Donc à ce score-là, on peut considérer que c'est vraiment quelque chose d'important. C'est l'écoute de la hiérarchie. C'est-à-dire que c'est pas seulement des messages qui viennent d'en haut, qui redescendent, c'est aussi des messages qui peuvent venir du bas et qui vont remonter et qui vont être écoutés par la hiérarchie, soit N+1. La notion de stress aussi, qui est quelque chose d'important. Et le dernier point, c'est la possibilité aussi de faire de la flexibilité du travail, pouvoir composer. Ça rejoint le point de l'équilibre vie pro et perso. Et alors maintenant, on va parler aussi surtout des candidatures pour postuler. C'est vrai qu'on a tous eu un peu de stress à postuler, à se poser des questions. Et finalement, quels sont les obstacles et les irritants à postuler maintenant pour les candidats ? Alors effectivement, il y en a quand même pas mal et ils sont encore plus exacerbés pour les femmes, encore une fois. Ça prouve qu'on n'est pas, on a peut-être le sentiment qu'on n'est pas toujours considéré de la même manière que la gente masculine. Pour une personne sur deux, en fait, ce qui manque souvent dans les annonces, c'est tout ce qui concerne le package salarial. C'est-à-dire que, on ne sait pas trop. C'est quoi les avantages sociaux, etc. Ça, on a vu que c'était un critère important au début. Quand ça manque, ça peut être un obstacle parce qu'on va postuler, ça demande du temps, ça demande un investissement en temps, en énergie. Donc si on postule et qu'on ne sait pas derrière quelles sont les possibilités, ça c'est un obstacle. Souvent aussi, un obstacle important, c'est les processus de recrutement. On ne sait pas combien d'entretiens je vais avoir. C'est quand la finalité, c'est dans 3 mois, 6 mois. Moi, j'ai déjà eu des processus d'entretien, il y a eu 8 entretiens. Enfin, c'est n'importe quoi. À un moment donné, on se dit, ça matche ou ça matche pas. Donc ça aussi, c'est des critères qui sont irritants et qui sont des obstacles à postuler. Et puis après, il y a aussi, encore, pour beaucoup, écrire une lettre de motivation. Parce qu'il il faut savoir se valoriser, il faut savoir bien tourner les phrases, etc. C'est pas toujours quelque chose qui est facile. Et puis 72% nous disent, et c'est encore plus fort pour les femmes, je ne reçois pas de réponse à mes candidatures. J'écris et on ne me répond jamais. Ça, c'est hyper... je vois des gens qui font oui. Il n'y a rien de plus agaçant, en fait, quelque part. Je trouve ça un mépris. Voilà. Il y a un sentiment de mépris qui est assez fort. Donc on revient sur, par exemple, comme tu disais, ce sentiment de mépris. Donc quelles sont les craintes par rapport à ça pour postuler finalement ? Et alors il y en a 3 essentiels. Et là aussi, encore une fois, les femmes ne sont pas logées à la même enseigne. Ça rebondit par rapport à ce qu'on a entendu tout à l'heure, la précédente intervenante, qui parlait de la confiance en soi, être positif. En fait, il y a plus de 67% des gens qui me disent « Moi, je ne suis pas à l'aise pour négocier mon salaire ». Parce que parler d'argent, c'est souvent tabou, alors encore plus pour les femmes.
Ça, c'est vrai, il y a beaucoup d'études qui le montrent. Parce qu'on a du mal à se valoriser. On ne sait pas bien se vendre. C'est vrai que c'est parfois difficile de parler de soi en positif, mais il faut savoir le faire. Faut vraiment, voilà. Et je rejoins l'intervenante de tout à l'heure, que j'ai écouté ce qu'elle disait, c'est exactement ça. En fait, il n'y a pas de tabou à parler d'argent. Il n'y a pas de tabou à se valoriser, à dire voilà, ce qui est bien en nous. Au contraire, on doit en être fier. Et ça, c'est des choses que nous, les femmes, on a un petit peu plus de mal à faire, malheureusement. Et puis, voilà, aussi 4 sur 10 qui nous disent bah, je ne suis pas hyper à l'aise pour préparer un entretien. C'est rechercher les informations, poser les bonnes questions, etc. Et donc, quel contenu, finalement ils aimeraient avoir pour les aider dans leur recherche d'emploi? Eh bien, en fait, ce que recherchent les gens qui postulent, il y a 3 choses essentielles en fait, qui pour eux sont vraiment importantes. C'est de l'information utile. Alors, utile, c'est quoi? C'est de l'information qui va m'aider à décider, à agir essentiellement. Et par exemple, ça passe par trouver des informations sur les entreprises, par exemple. Où elle est située, c'est quoi ses enjeux, quelle est la culture de l'entreprise, quelle est aussi, voilà, on a vu tout à l'heure un petit peu l'équilibre vie pro-perso, etc. Quelles sont les perspectives? Ça va être aussi des grilles de salaire, savoir me situer, moi, comment je suis, qu'est-ce que je peux demander aussi. On a vu tout à l'heure, c'était un point un peu de crainte à postuler. Et puis également, le dernier point, c'est des informations, j'arrive plus à me relire, pardon, sur le secteur d'activité, qui recrute, donc là où je pourrais avoir des chances de trouver un emploi, quels sont les secteurs dynamiques. Après, ça rejoint le deuxième point, c'est du local. Du local, c'est quoi? Souvent, la recherche, elle se situe quand même dans notre environnement proche. On ne va pas aller postuler, sauf si voilà, on a des possibilités, mais j'habite ici vers Tourcoing, dans le coin, je vais plutôt chercher dans mon environnement assez proche. On a vu que l'aspect géographique, c'était important. Et donc là, c'est là où la presse, nous, en tant que presse quotidienne régionale, on a un rôle à jouer, puisqu'on est un média local ancré dans le quotidien des gens. On va le voir juste après. Et après, ce qui est de gens attendre, c'est du conseil, des conseils pour se préparer, pour négocier, pour avoir une attitude positive, etc. Voilà, c'est les 3 critères en fait qui sont importants dans une recherche d'emploi, facilitant. Et au niveau des recruteurs, eux, quelle stratégie ils ont mis en place de contenu pour ces recherches, pour les personnes qui recherchent un emploi, pardon? Alors, ce qu'ils ont mis en place, les 2 tiers nous disent qu'ils ont mis en place des stratégies de contenu pour valoriser l'entreprise. Ça veut dire quoi? Parler de soi en positif. Ça passe par être présent sur des salons, comme aujourd'hui, par exemple. Du contenu sur les réseaux sociaux. Être transparent sur le package salarial. Il n'y en a que 4 sur 10 qui nous disent je suis transparent. On a vu que c'était un critère super important. Vous voyez, donc il y a encore un décalage. Et puis après, c'est aussi des programmes, on va faire de la cooptation, par exemple, des programmes d'ambassadeurs. Ça, c'est pas encore des choses très développées, alors que ça marche plutôt bien, en fait. Un petit quiz. Alors, on va passer au petit quiz. Alors du coup, comme on vous a dit, on fait partie du groupe Rossel, donc avec La Voix du Nord. Donc pour vous, combien de lecteurs chaque jour il y a sur La Voix du Nord, que ce soit sur le digital et sur le print? Alors juste les chiffres ont bougé. Là c'est 1 402 450, voilà, et c'est 1,6 million. Voilà, d'accord. Je n'avais pas vu que ça avait bougé. Donc à votre avis, combien de lecteurs chaque jour dans le Nord-Pas-de-Calais nous lit tous les jours? À votre avis, première, deuxième ou troisième réponse? La deuxième? Exactement. Voilà, pardon, encore une fois, mon slide n'est pas bien fait. C'est 1 402 000 personnes chaque jour qui lit La Voix du Nord, que ce soit en print ou en digital, ce qui est quand même assez énorme. C'est à peu près 40% de la population du Nord-Pas-de-Calais. Deuxième question. Ensuite, quel est le pourcentage de la population du Nord-Pas-de-Calais qui est en contact avec La Voix du Nord chaque semaine? Alors, c'est quasiment 50, 63 ou 77% chaque semaine. Quelle est la part, à votre avis? 77? Eh bien non. Alors, c'est 63%, ce qui est déjà énorme chaque semaine. 77%, c'est chaque mois. Chaque mois, il y a 77% de la population du Nord-Pas-de-Calais. On est quand même 3 millions
300 000 hein, quasiment, sur le Nord-Pas-de-Calais, qui lit La Voix du Nord, donc qui est en contact avec le titre de presse, soit par un article, voilà, quel que soit le mode de diffusion, mais qui est en contact avec notre titre de presse. Et au niveau des femmes, quelle est la part du lectorat féminin sur La Voix du Nord chaque semaine? Alors, est-ce que c'est 46%, 50% ou 54% quasiment? 46. Eh ben non, c'est 54%. Quand même. Il faut savoir que les femmes, ce sont des grandes lectrices, quel que soit le support, que ce soit des livres, des romans, enfin voilà, ou la presse. Les plus grands lecteurs sont des femmes. Alors, bravo, hein, faut être fier de ça. Et donc, donc ça veut dire que c'est un média qu'il ne faut pas négliger non plus si vous recherchez du travail, ou vous êtes recruteur. Le média, la presse est un média assez puissant. Effectivement, ça a une puissance assez méconnue. Donc la PQR, on a une puissance assez méconnue. C'est vrai qu'il y a une certaine force de frappe, surtout en local. Et dans tout ce qui est emploi-formation, finalement, c'est très local. Hein. Donc je vais laisser Sandrine après vous expliquer ça avec son étude. Dans l'étude qu'on avait faite auprès des recruteurs, on leur avait dit, est-ce que vous savez que La Voix du Nord, c'est X millions de personnes chaque semaine qui nous lisent, etc. Et 76% nous ont dit, ah mais j'imaginais absolument pas que c'était autant, c'était une puissance aussi forte. Et ça, c'est vraiment, c'est quelque chose qu'on retrouve dans toute la presse quotidienne régionale. Souvent, j'entends, non mais il n'y a plus personne qui lit la presse. Non mais c'est faux. Je vous assure que c'est vraiment archi faux. Beaucoup de gens sont encore lecteurs de la presse, et surtout la presse quotidienne régionale. C'est vraiment le média du quotidien, celui qui vous informe localement sur ce qui se passe, donc les entreprises, sur les entreprises qui recrutent, les personnes qui réussissent aussi. Donc c'est vraiment le média qui est ancré dans le quotidien. Donc ça, c'est quelque chose à ne pas négliger. S'il y a des personnes ici qui sont recruteurs, voilà, nous, on travaille beaucoup là-dessus avec des entreprises en fait, qui veulent recruter. Souvent, sont assez surprises de la capacité à faire venir des gens sur des postes en recrutement. Et finalement, qui dit force de frappe du journal, dit aussi force de frappe pour les annonceurs qui publient leur communication dedans. Oui, tout à fait. En fait, cette puissance et la confiance qui est accordée dans la presse, il faut savoir que le média presse, c'est le média où les Français ont le plus confiance, lui attribuent un capital confiance qui est le plus élevé parmi tous les médias. Même la télé est en dessous. Donc voilà, la radio est juste derrière. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a une défiance un peu générale envers les médias. Souvent, on les accuse de ne pas être toujours ou transparents, ou parti pris, ou de forcer certains sujets d'actualité. Et en fait, quand on regarde toutes les études qui concernent la presse, c'est le média de confiance par excellence, et la presse quotidienne régionale encore plus dans ce paysage. Et en fait, cette confiance, elle rejaillit sur les annonceurs. C'est-à-dire qu'une marque qui va communiquer dans la presse, le capital confiance va rejaillir sur cette marque. C'est-à-dire qu'on va lui dire, voilà, c'est une belle marque, c'est une marque de confiance, c'est une marque de qualité. Donc voilà, c'est jugé comme très, très positif. Voilà, je pense que je suis arrivée au bout. Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à cette présentation, qui est très différente de celle d'avant, hein, je conçois. On est plutôt sur le recrutement et voilà, les critères. Pas de questions du tout? Oui? Ah oui. Ah, c'est gentil. Merci. Oui, ça fonctionne. Sur la partie, quelles sont les attentes des demandeurs d'emploi ou des personnes actives en train de rechercher? Est-ce que des questions ont été posées ou est-ce que ça a été librement suggéré, le rapport à l'environnement, l'implication des entreprises dans l'environnement local Alors, de quelle partie vous parlez? Attendez. Hop, vraiment plus au début, quand on parlait un peu des critères qui intéressent les gens. Là? Oui, voilà. Celle-là? Non, en fait, on leur avait mis une liste. Pardon.
10 minutes. Ok. On avait mis une liste de critères, on avait une vingtaine de critères en fait. D'accord. Donc ils devaient en sélectionner 5, parce qu'après voilà, ça se dilue très fortement. Et donc là en fait après on a consolidé, ce sont les résultats consolidés. Mais donc les questions environnementales ou comment l'entreprise se place dans l'environnement, ça faisait partie des propositions ou pas du tout? Comment l'entreprise se place dans l'environnement? Alors je vois pas à quoi vous faites référence. Dans l'environnement, dans l'écologie, le rapport à l'écologie. Ah oui, les critères RSE. En fait, effectivement, le critère RSE, c'est un point, mais qui est arrivé vraiment très bas dans le classement. C'est juste, par contre, pour certaines personnes pour qui c'est important, effectivement, quand ce critère manque où il n'y a pas d'information sur est-ce qu'il y a un engagement RSE ou quel est son engagement RSE, ça peut être un frein aussi à postuler. Et ça, en fait, les questions, c'était plutôt en spontané, en fait, ces points-là. Si c'est ça que vous vouliez savoir. Oui, c'est ça que je voulais savoir, tout à fait. Très bien, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions, peut-être, ou sur le groupe, ça peut être sur l'entreprise aussi, sur les médias La Voix du Nord ou autre? Pas de questions? J'espère que ça vous a intéressé quand même. Parce que écoutez, merci. Ah pardon, excusez-moi. Ah, c'est gentil, merci. Non, c'est pas que c'est pas inintéressant, loin de là, mais c'est jamais facile de prendre la parole. Et puis, je ne sais pas si vous êtes susceptible en tout cas de répondre à ce que je vais dire. Mais vous pouvez parler plus près du micro, oui, madame. Ah, merci. Actuellement, le marché de l'emploi, en tout cas, c'est ce qui est décrit, est assez dynamique. Néanmoins, en termes de prospective, je commence à voir quelques articles, alors, pas spécifiquement sur notre région, nationalement, qui disent, qui annoncent qu'il va y avoir quand même un atermoiement. Est-ce que vous savez nous en dire un peu plus, déjà sur le marché actuel quand même, et aussi sur la perspective 2025? Alors, je ne suis pas une économiste, il y en a qui font ça mieux que moi, mais dans tout ce qu'on entend, c'est que, vous savez, quand il y a eu le Covid, il y a eu le PGE. Beaucoup d'entreprises, en fait, l'ont souscrit. Maintenant, il faut rembourser. Et voilà. Et donc, le coup près, il commence à tomber pour beaucoup d'entreprises. Et je pense, oui, qu'on va y avoir de la casse sociale. J'avais entendu dire qu'il y avait à peu près 185 plans sociaux qui étaient supposés en France dans les mois qui arrivaient. Donc là, le début, ce qu'on voit arriver avec Auchan, etc., je pense que c'est que le début, malheureusement. Et on voit le taux de chômage commence à remonter un tout petit peu là, au dernier trimestre. Donc ce n'est pas des indicateurs qui sont super positifs, malheureusement. Voilà, ça c'est clair qu'on on a eu une période un peu, positive, on va dire. Là, je crois qu'on va rentrer dans une phase un peu plus dure. Oui, dû au Covid, finalement, par exemple, les entreprises comme Auchan, tu disais, ils ont beaucoup recruté, ils ont fait beaucoup de chiffres, et finalement, maintenant, ils ont trop recruté par rapport à maintenant, donc il y a peut-être une cassure qui se fait aussi par rapport à... Et après, il y a aussi un phénomène, alors ce n'est pas l'objet de l'étude, mais dans d'autres études, on voit que les gens consomment différemment. Par exemple, vous ne faites plus vos courses de la même manière, vous allez privilégier peut-être un peu plus le centre-ville plutôt que des gros hyper, vous allez faire, finalement, vous allez peut-être faire 3 km entre le début et la fin des rayons, où vous allez retrouver avec des articles que vous n'avez pas voulu acheter. Enfin, voilà, en fait, on voit beaucoup de changements de comportement des gens. Et je pense effectivement ça impacte même, vous voyez, par exemple le bio et le vrac, pendant un temps c'était vraiment le truc, tout le monde voulait acheter. Aujourd'hui c'est terminé, toutes les petites boutiques qui font du bio ou du vrac, elles se cassent la figure par exemple, alors qu'il y a encore 2 ans, 3 ans on disait ah oui, il faut acheter vrac, il faut acheter bio, etc. Donc il y a un vrai changement en fait des mentalités, des comportements des gens, et puis il y a le pouvoir d'achat aussi qui fait que les gens rationalisent. À un moment donné, comme on dit, c'est la fin du monde versus la fin du mois. C'est ça, en fait, le vrai. Non, mais c'est ce qu'on dit, en fait, c'est ça. C'est OK, je veux bien faire un effort, mais moi aussi, tous les jours, il faut que je vive, il faut que je mange. Donc, OK, la planète, ça passera peut-être après, quoi. Vous voyez, malheureusement, c'est comme ça, quoi. J'en ai une deuxième et je me la permets, du coup, parce que j'ai le carré si on a encore 2 minutes. Je le repasse. Allez-y. Juste, vous pouvez nous parler un peu de ce qu'on appelle l'emploi senior. Il y a un nouveau accord cadre qui vient de passer. Qu'est-ce que vous pensez des perspectives justement là-dessus, etc. Oula, alors là, je ne suis pas l'experte de l'emploi senior. Même moi, pourtant, je suis déjà dans la cible, apparemment. Je suis déjà dans le créneau des seniors, apparemment.
Alors, je sais pas, c'est quoi votre question? Est-ce que c'est bien ou c'est pas bien l'emploi des Bah, seniors ou c'est quoi? Moi, j'ai loupé les 2-3 premières minutes, donc vous avez certainement présenté certaines choses, pas forcément en lien avec ça, et ma question, elle est peut-être finalement décalée, j'entends bien, mais aujourd'hui, c'est aussi effectivement un certain public féminin qui vient aussi ici, dans ce salon, qui la reconversion, qui changeait de travail volontaire ou involontaire, etc. Et donc, c'était pour savoir si là-dessus, vous saviez un peu. Ce qu'on voit, en fait, c'est pendant assez longtemps, je regarde le monsieur, je ne sais pas combien de temps il me reste. Ça va encore 5 minutes, ok. Pendant longtemps, on va dire le senior, hein, voilà, je mets tout le monde, les femmes et les hommes dedans. C'était quelqu'un, voilà, on dit, voilà, déjà tu coûtes trop cher, t'es plus aussi efficace, donc on te met un peu, voilà, sur une voie de garage. Aujourd'hui, c'est l'inverse un peu ce qui se passe, c'est-à-dire qu'on voit en fait un regain d'intérêt pour les personnes un peu plus seniors. Alors seniors dans le sens justement, c'est des personnes qui ont de l'expérience, qui peuvent transmettre, qui ont une certaine capacité aussi de travail qui est un peu différente, mais il y a ce regain d'intérêt. Et on voit, alors je crois, j'ai plus les chiffres en tête, mais sur l'emploi des seniors, ça s'est un petit peu amélioré, si je ne me trompe pas, ça s'est plutôt amélioré. Et moi je pense que justement on a besoin de transmission, on a besoin, en fait, il n'y a pas d'un côté les jeunes et les seniors de l'autre, c'est faux. On a besoin de tout le monde en fait. Un senior, il va être capable de transmettre des informations, capable de transmettre une expérience. Un jeune, il va arriver avec des nouvelles idées, un nouveau mode de travail. Voilà, c'est ça qui fait qu'en fait une société, elle marche et elle évolue. Donc il ne faut pas les mettre en opposition. Et souvent, ce qui marche, c'est le côté justement le binôme jeune versus avec senior, parce qu'en fait, ils vont être complémentaires. Ça, c'est des choses qu'on voit aussi dans d'autres secteurs, dans des maisons, vous savez, d'insertion, des choses comme ça. On va mettre des seniors avec des jeunes. Voilà. Et en fait, il y a une sorte de complémentarité. Moi, j'y crois plutôt quand même. J'ai plutôt tendance à croire à ça, quoi. Je suis plutôt optimiste, pour reprendre la coach de tout à l'heure. Je vois les choses positivement. Merci. En tout cas, je ne sais pas s'il y a d'autres questions encore, mais merci pour votre... Ah, s'il y en a une jeune femme? Non. Merci pour votre attention, en tous les cas. Merci. Et merci à vous. Si vous avez envie de poser des questions, on est à votre disposition.